s'y enrouler. Quand je suis dans le coin à gauche, sous le haut mur de pierre, je remarque une sorte d'excroissance, un tas misérable et mou, mais qui résiste un moment au tranchant de la pelle. J'enlève les feuilles qui s'accrochent encore dessus, et je vois alors que c'est le cadavre d'un pigeon. Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, dans les studios de Pieds-Nus au Havre. Nous sommes perchés au fort de Tourneville, avec les lumières de la ville qui scintillent doucement en contrebas, afin de réaliser en direct pour cette année la première émission de radio des étudiants et des étudiantes du Master de création littéraire du Havre et de l'ESADAR. Je m'appelle Laure Limongi et j'en serai la maîtresse de cérémonie. Emmanuel Lalande, le taulier, est à la réalisation. J'étais un peu plus jeune que les étudiantes et étudiants auprès desquels j'enseigne aujourd'hui dans le cadre du Master de création littéraire quand j'ai découvert l'écrivain Denis Roche. J'avais 18 ans. Je traversais la Méditerranée pour poser le pied sur le continent et, hasard de la vie, je me retrouvais à arpenter la bibliothèque de Jean-Marie Glaise qui enseignait alors à Aix-en-Provence, en faisant l'expérience d'une intense déstabilisation. Je croyais connaître la littérature, ayant dévoré tout imprimé relié se trouvant à ma portée depuis que j'avais l'âge de déchiffrer les signes du langage. Mais en cette période pré-internet, depuis mon île, au sein d'une famille pas particulièrement littéraire, il s'agissait d'une vision de la littérature héritée du siècle du passé. On vénérait les œuvres déjà célébrées, le summum d'une concession aux contemporains consistant à acheter chaque année le prix Goncourt, dont ma grand-mère alignait les exemplaires sans les lire, année après année, avec une fierté non dissimulée, derrière une vitrine destinée à faire son petit effet auprès des voisines venues boire le thé. Et soudain, dans cette bibliothèque d'écrivains quelques centaines de kilomètres plus au nord, que des noms qui m'étaient inconnus, des gens souvent encore vivants, des pages qui bousculaient le rythme de la lecture. À cette époque, cela faisait déjà longtemps que je ne faisais plus confiance aux histoires. Leur lecture me procurait encore du plaisir, certes, mais je n'arrivais plus, comme je le faisais enfant, à être créatrice d'histoires. Les textes que j'écrivais à l'encre bleue effaçable étaient jolis, plutôt bien faits. Il y avait un certain métier, puisque je lisais de bons auteurs et autrices, donc je recrachais de bonnes choses. Mais dès l'âge de 15 ou 16 ans, je n'y croyais plus, ni au passé simple, ni aux personnages. Tout comme en parallèle, pianiste classique, je ne croyais plus en ma capacité d'interprétation des œuvres du patrimoine. C'était creux, cela n'apportait rien à personne, surtout pas à moi-même. Du temps perdu, et les phrases de Proust l'avaient déjà dispersé sous nos yeux ce temps, dans toute sa labilité. Pourquoi un tel désamour, une telle méfiance ? Le Père Noël était un vieil ivrogne depuis longtemps. Je n'avais pas la chance d'être croyante, les pères avaient failli, les chats pissaient sur les dictionnaires et les mères mouraient. La conscience de l'histoire aussi sans doute, la grande avec sa grande hache, l'histoire dont les flaques de sang me rattrapaient, les guerres, Iran, Liban, première intifada, révolution roumaine, Panama, guerre du Golfe, Afghanistan, Slovénie, Croatie, Sierra Leone, Bosnie, Rwanda, Tchétchénie. Et puis des meurtres dans les rues toutes proches, baignées de soleil, l'odeur du sang. Cette idée que laisser échapper de ses doigts des phrases en un temps donné nécessite d'être en prise avec ce temps d'une manière singulière pour chaque écrivain. Car il a des lecteurs. Il a une responsabilité d'expression. J'étais donc plutôt désespérée puisque j'avais décidé à l'époque, mais était-ce vraiment une décision, qu'écrire était la seule chose qui me permettrait d'habiter le monde et ses ruines. Les années de prépa ont fait une pause au sein de cette crise existentielle puisqu'on me demandait ce que je savais très bien faire, être une bonne élève. Et puis un jour à la BPI à Paris, j'avais 21 ans je crois, je suis retombée sur l'un des livres que j'avais feuilleté dans la bibliothèque de Jean-Marie Glaise, Notre antéfixe de Denis Roche. Ça ne ressemblait à rien de connu, rien de rassurant. Mais en même temps, je percevais une nécessité, une intensité qui a fait flamber mon sang et m'a offert un espace possible, un espace habitable, enfin. On n'est pas obligé de raconter des histoires en se calquant sur des motels anciens, voire éculés. On peut tout foutre en l'air, tout reconstruire du moment que c'est porté par une sincérité. Notre antéfixe exhibait un cut-up radical de matériaux divers dont le montage minutieux, avec un scalpel qui serait tendre, traduisait une trombe d'émotions. C'est une immense histoire d'amour. Oui, pour une bonne part, c'est juste ça, une immense histoire
d'amour. On dit souvent de certains gestes littéraires de ces années-là, dont certains se poursuivent aujourd'hui, qu'ils sont d'avant-garde, prononcés avec du dédain comme si les arrière-postes étaient plus nobles. Qu'il s'agit de littérature expérimentale, de recherche exigeante, etc., comme si on décrivait d'obscurs laborantins désincarnés en blouse blanche, forcément sadiques avec leurs lecteurs, qui dans cette image filée seraient de pauvres animaux en cage, subissant des expériences, l'estomac retourné, l'œil révulsé. Mais c'est oublier que nous ne sommes pas toutes et tous les mêmes. Nous sommes des êtres sensibles, avec des sensibilités différentes. Certains se délectent d'accords parfaits majeurs, d'autres de 4 minutes 33 de John Cage. Certains aiment la blanquette de veau, d'autres savent percevoir 29 nuances de tofu. Certains ne perçoivent pas le bleu ou le vert, alors que d'autres ont accès à de nombreuses nuances colorimétriques. Agir de façon machinique, expressive au cœur même du langage, le mettant à l'épreuve de la photographie comme l'a fait Denis Roche, ce n'est pas simplement pour faire chier le bourgeois. C'est parce que l'indocilité, la générosité qui était la sienne, lui ont montré cette voie, nous l'ont offerte. Si je raconte ces quelques épisodes aujourd'hui, ce n'est pas par goût de la confidence, mais parce que je suis entourée d'étudiantes et d'étudiants qui se retrouvent aujourd'hui même face à leur propre page blanche et ont ce genre de décision à prendre. Rien ne sera jamais simple pour celles et ceux qui vont s'accrocher à l'ouvrage, mais néanmoins le voyage devrait s'avérer passionnant. Denis Roche était né un 21 novembre en 1937. Il nous a quittés le 2 septembre 2015. Alors qu'il était destiné à la médecine, il a été happé par l'écriture, sous de multiples formes puisqu'il a été poète, écrivain, éditeur, créant et dirigeant la mythique collection Fiction et compagnie au Seuil jusqu'en 2005. Puis c'est l'image qui l'a magnétisé et il s'est adonné avec de plus en plus d'exigence à la photographie. Détournant une phrase de Paul Cézanne, écrite dans une correspondance privée en 1905, « Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai », Denis Roche a écrit dans les dépôts de savoir et de technique « Je vous dois la vérité en littérature et je vous la dirai, tu parles ». C'est cette phrase que j'ai proposée aux étudiantes et étudiants du master et de l'ESA d'art, sans consigne particulière. L'idée n'étant pas de réaliser des exégèses rochiennes, et je m'en excuse notamment auprès de Bertrand Verdier, éminent rochien, fondateur des cahiers Axolotl, qui est en train de nous écouter, mais bien de voir comment cette phrase pouvait résonner en eux avec leur propre travail. Donc vous l'aurez compris, il ne s'agit nullement de célébrer une école littéraire. Ce n'est pas ce que nous faisons ici, tout au contraire. Il n'y a pas de vérité en littérature. Nous accueillons les esthétiques les plus diverses, et pas qu'en littérature dite générale. Mais il s'agit sous le patronage de Denis Roche, dont je ne puis m'empêcher de voir le sourire intensément tendre et sibyllin, pour ne pas dire ironique, la palme à rouge au bec s'il était en train de m'écouter aujourd'hui, de vous donner à écouter quelques-uns de ces gestes émergents qui se développent ici. Mais qui doit être là depuis longtemps. Il n'a plus de tête et les pattes aussi ont disparu. Les deux ailes sont écrasées, effondrées l'une sur l'autre. Tous les fils de fer que j'avais tendus sous la façade de la fabrique pour permettre aux vrilles du chèvrefeuille de s'y enrouler. Quand je suis dans le coin à gauche, sous le haut mur de pierre, je remarque une sorte d'excroissance, un tas misérable et mou, mais qui résiste un moment au tranchant de la pelle. À présent, nous allons écouter Estelle Pabric.
Eugénie Zélie, herbier sentimental. Je vais décrire les bouquets de mon herbier. C'est l'herbier de l'amour est mort, mais moi je t'aime. Ce n'est rien de plus que ce que c'est, et c'est la vérité strictement. Là, il y a un reste du bouquet de fête des mères. Je n'avais pas pu emporter tout ce que j'avais ramassé dans notre rosier. Gilles s'est piqué avec une épine. Il n'est pas vacciné contre le tétanos. Ça m'a pris un moment pour me calmer et aller offrir les autres roses. Celui-là, c'est le bouquet du dimanche, où Gilles et moi, nous nous sommes promenés pour ramasser des fleurs parce qu'on avait jeté tous les autres bouquets, ou presque. Ils avaient entre 3 mois et 4 ans. J'ai une sorte d'émotion à repenser à tous ces bouquets aux ordures. C'est très difficile de jeter une fleur à la poubelle. Il faudrait y penser avant de l'accueillir. Ça, ce sont 2 fleurs offertes 1 ou 2 matins avant Noël 2016. C'est le bouquet de la fin du patriarcat, quand on n'élèvera plus les enfants dans des familles. Là, on a un charmant petit bouquet d'amour gratuit dont il n'y a rien à dire. Ce bouquet-ci était déjà là quand je suis arrivée, posé à côté du miroir au-dessus de la cheminée du salon. Cette marguerite, c'est la première fleur que Gilles m'a offerte. Je l'avais emmenée dans une boîte en verre dans mon appartement qui était loin de sa maison. Et elle a survécu à 3 déménagements depuis. Camille et Quentin m'ont offert un bouquet pour mes 22 ans. Il en reste 7 fleurs. Juliette m'a offert un bouquet pour mes 22 ans. Il en reste 7 autres fleurs. Celle-ci vient d'un bouquet que j'ai oublié. J'ai l'impression de l'avoir toujours eu, même si je sais qu'elle vient après le coquelicot. Cet été, avec Gilles, on se promenait distraitement avec 2 grands sacs en tissu. On ne trouvait pas de fleurs éclatantes. C'était un soir où Gilles attendait quelque chose. Il angoissait à l'idée de ne pas être à la maison à temps pour. C'est le bouquet de l'été ensemble, le 2e, un bouquet énorme. Le coquelicot en tissu, là, que Lucille avait trouvé dans le métro. Celui dont je parlais tout à l'heure, le reste d'une campagne de pub Kenzo. Ça doit faire au moins 10 ans qu'elle me suit alors que je n'ai plus adressé la parole à Lucille depuis mon séjour chez elle. Nicolas m'a donné cet été des monnaies du pape pour que je puisse en planter chez moi. J'ai essayé. Au bout de quelques semaines, il y avait une pousse que nous avons pris pour un succès. Finalement, c'était une mauvaise herbe. Il ne reste plus que le bouquet, donc. J'ai acheté cette fleur à Gilles la semaine dernière chez Action. Elle est en plastique, une grosse rose pulpeuse, attirante, un peu comme les fesses rebondies au bord des piscines. Et pour dire, éternel comme du plastique, notre amour. Guillaume Sorensen, à partir d'un livre de Tom Robbins. Merci alors. Alors c'est quoi, au fond, un maître en littérature? Tu parlais de Denis Roche tout à l'heure. Moi je vais te parler d'un de mes maîtres. Et par le menu, s'il vous plaît. Alors je lis en ce moment Still Life with Woodpecker. Pardonnez mon accent anglais, quelque peu trébuchant, traduit en français Nature morte avec pied vert depuis cette année. Sorti en 80, il s'agit du 2e roman de Tom Robbins. Je lui dois beaucoup. Laissez-moi vous expliquer quoi, au juste. Tom Robbins, dont je vais parler aujourd'hui, cet écrivain américain, gourou des acharnés de la virgule et de la loufoquerie, a peut-être été mon vrai permis de conduire ma propre littérature. Je me souviens avoir lu, fébrile et enthousiaste, cette interview du bonhomme parue dans l'été du magazine Lire, voilà plus de 7 ans, en 2010. Je soulignais des phrases au stylo bille, y ajoutais des points d'exclamation et autres panneaux routiers « Attention !» Entre autres choses, il disait que les hot dogs lui faisaient penser à Jésus-Christ, se réclamait autant de Jarry que d'une érudition folle et implacable, et prétendait avoir trouvé dans le LSD un rapport au monde tout neuf. Inutile de dire que le coup de foudre fut immédiat, et je peux dire qu'il s'agit là de mon premier véritable maître en littérature, qui marqua de son art sulfureux et drôle ma jeune caboche téméraire prête à rendre les coups. Alors on ne choisit pas ses maîtres au hasard, et chacun en a. Des grandes idoles aux frères inspirés, préparant de ses pas les nôtres, un professeur, rencontré au point critique où nos aspirations bouillonnantes se forment, un inconnu, croisé par hasard, dont la parole juste pique la peau et finit par nous transformer. J'aime à croire qu'un maître ouvre des horizons, montre du doigt la colline pour citer Musset, bien antérieur à mon propos. Il faut sans cesse ces personnes qui, de leur fait, presque pour nous,
abattent des barrières, font s'élargir les lieux où nos regards assoiffés cherchent à calmer notre fièvre, creusent des galeries dans les terrains troubles et inconnus où nous nous aventurons. Tabromine, ça a été cela, pour moi. Vers 18 ans, j'avais une idée de la littérature naïve et désuète. Je m'échinais à trouver, dans ce que j'avais lu jusqu'alors, une raison d'abandonner l'infini désordre comique qui, indomptable, voulait se frayer un chemin sur mes gribouillis. J'étais écrasé par le poids titanesque des anciens, incapable d'y trouver un rire, une franche déconnade, quelque chose de joyeux, de païen, de flamboyant. Alors Rabelais peut-être, Roald Dahl dans une mesure plus timide et britannique, qui fera plaisir aux amateurs de littérature jeunesse. Alors je découvrais cet hurluberlu des lettres américaines qui, en 71, avaient frappé un grand coup de massue dans la marmite des géants du verbe épicé bourrés sur leurs perruques poudrées. Pêle-mêle, j'ai découvert une langue éblouissante, volubile, massive, érudite, tenant tant de l'encyclopédie que des graffitis porno des aires d'autoroute, avec en prime une poudre mystique empreinte d'une ironie goûtue. Alors, dans son premier roman, en 71, Une bien étrange attraction, John Paul Ziller, peintre, batteur et heureux propriétaire d'un babouin domestique prénommé Moncu, en français dans le texte, s'il vous plaît, rencontrait une hippie fanatique des papillons, l'épidoptériste aussi sauvage qu'il mérite. Alors, elle met au monde un enfant avec le tonnerre, s'engage dans un cirque de freaks itinérants et convole en juste noces, adoubé par Gaïa, déesse de la nature, avec John Paul, précédemment cité. Alors ils fondent un resto-route de hot dog et de jus de carotte bio, recrutent un philosophe angoissé évadé d'un think tank secret, Max Marvelous, qui sera d'ailleurs le narrateur de leur singulière épopée. Alors pendant ce temps-là, un ami très cher de John Paul, le bien nommé Plucky Purcell, intègre une secte catholique cachée en pleine forêt du Midwest américain et complote pour piquer le corps du Christ au Vatican. Alors, le décor est planté. Il y a là péripéties carnavalesques, discours sur l'amour, le sexe, les champignons des bois, sans oublier sa part de devisement sur la question du sens, de la vie et tout le reste. Alors après cette lecture, tout était permis. Grandes envolées, batailles furieuses, verbes précis et délicats, blagues salaces, références stratosphériques, et j'en passe. La porte des enfers était ouverte, le paradis s'effondrait sous mes pieds et s'ébattait au milieu tel un fondant chocolat sorti du four et nappé de son illustre crème dorée. La voie était ouverte et le bouffon des lettres pouvait y rouler à fond de balle sur son autoroute en jonglant avec les tronçonneuses vrombissantes de la tragique comédie. C'est tout cela que je dois à ce vieux loup de mer des étagères de l'infini, et si j'ai voulu vous le faire découvrir, entrevoir, j'ai souhaité aussi le saluer bien bas ce soir. Merci Tom, merci Grand Gourou, et merci à vous. Bonsoir, c'était Guillaume Sorensen pour Radio Pieds Nus. Camille Guillou à la guitare.
Léa Vassal. Je n'ai pas besoin d'un café le matin. Je ne prends pas de douche froide pour se réveiller. Je ne pense pas au papier à faire. Je ne se presse pas pour arriver quand même en retard. Je n'oublie pas de prendre la lettre sur le buffet à l'entrée. Je n'ai pas encore quotidien. Je n'entends pas les bruits de la rue. Je ne sens pas les odeurs âcres de la ville. Je ne regarde pas le ciel au-dessus. Je ne touche pas au froid sur ses doigts. Je n'ai pas encore sensible. Je n'ai pas le souvenir du goût des endives. Je n'ai pas de rêve qui le réveille la nuit. Je n'ai pas envie de toi. Je ne connais pas les regrets, ne connais pas les espoirs. Je n'ai pas encore vivant. Je n'ai ni odeur, ni langue, ni visage. Je n'ai pas de lieu où. Je n'ai pas encore de passé, ni d'avenir. Je n'ai pas d'adresse. Je n'ai pas encore commencé à vivre. Mais j'ai un passé, j'ai une histoire à venir, j'habite quelque part, j'ai un corps, je regarde la ville et ressens ses embruns. Je me lève le matin, j'écris je et je suis, est, déjà. Dans des choses comme celle-ci. Ce matin, j'ai passé 3 heures dans le fond du jardin et fait 2 clichés que je crois assez bien. Un peu plus tard, quand le soleil ne donne plus sur l'avant-cour, je descends à l'étage en dessous et par une ouverture de la verrière, je grimpe sur le toit du petit édifice de l'EDF sur lequel l'eau de pluie n'arrive plus à s'écouler à cause des feuilles et des résidus végétaux de toutes sortes qui empêchent son écoulement. J'ai pris une pelle carrée, plus maniable, et je m'emploie à déblayer, comme chaque année en cette saison. À présent, je vais lire un extrait d'un texte de Denis Roche qui s'appelle « Entrée des machines », qui est publié dans La disparition des Lucioles. On le sait, il n'y a d'activité humaine, artistique ou non, encore moins littéraire, que de surface. Ainsi, de milliards d'hommes, appliqués par la plante des pieds sur l'immense pelouse de la terre, et qui n'ont que faire du contenu. Ainsi des façades des maisons et des buildings qui lui posent perpendiculairement dessus. Ainsi des draps qui sèchent. Ainsi de l'horizon qui est comme l'électrocardiogramme du mourant, l'horizontale n'a qu'en le vertical. Ainsi des toiles que peignent les peintres, après s'être assurés qu'elles étaient bien tendues entre leurs cadres de bois. Ainsi également des feuilles de papier format international, sur lesquelles les écrivains s'acharnent toujours à déposer et à étaler leur encre ou à frapper du carbone. Ainsi de notre peau, qui est le peu que nous connaissons de notre corps, même si un doigt ou une langue ou un sexe part ici ou là, en exploration dans un trou du haut de la partenaire. Ainsi donc de la glace qu'on suce, l'absorbant de surface en surface, jusqu'à ce que cette surface ne soit plus qu'un point et que dans cette fraction de seconde où cela se produit, il n'y ait plus rien. Dans cette évidence éprouvée vertigineusement, c'est-à-dire jusqu'au fou rire, se pourrait-il qu'on trouvât, par défaut d'intérieur, une explication du langage, ou bien celle de la nécessité de disposer d'une métaphysique, ou de son substitut, c'est-à-dire l'art. L'architecte aura été le plus conscient de cet état de choses, puisqu'il est celui qui aura le plus renchéri sur la surface, la multipliant, la quadrillant, la mitraillant de crépi, en faisant au besoin des volumes, et rien d'autre. Comme des fous, nous tous, acharnés, furieux, penchés comme des vomissants sur nos papiers, nos feuilles, nos partitions, notre millimétré au besoin, nos épures, nos projections, notre strong, occupés en somme à écrire, autrement dit, à lui faire, au papier, sa peau. Je vous dis, moi, que les philosophes sont out. Quelque part, quelque drame a eu lieu. Exposition trop brutale à la lumière, bain qui aurait mal tourné, flash aveuglant d'un contradicteur insolent, indifférence au révélateur,
Dieu n'impressionnant jamais ni plaque, ni pellicule, etc. Il faudrait pouvoir prendre une photo de groupe et voir. Aux prises, vous l'avez deviné avec le temps et la mort, occupé à m'enfoncer toujours plus avant, comme je le disais déjà en guise d'avertissement à mes amis, en tête d'une série de poèmes qui s'appelait Le Mécrit, et sans qu'il soit possible à personne de m'y suivre, enchaînant désespérément ligne après ligne, page après page, de viseur en viseur, photo après photo. Comme dans cette course sans cesse retenue qui fait qu'aussitôt après avoir joui en faisant l'amour, on n'en pense plus qu'à remettre ça. Déjà tendu vers ce nouveau moment où la charge, la pleine charge sera encore une fois en jeu, et où courant devant, brandissant mes machines, en proie à des douleurs d'yeux tellement mes visées se répètent et s'intensifient, au fur et à mesure que le rythme s'accélère et devient plus bruyant, branchant en même temps des musiques dont il est évident que je suis de moins en moins le maître, je crie, hors d'haleine, qu'il faut s'arrêter, qu'il ne faut plus bouger, qu'il faut même cesser de respirer, que besoin on revienne en arrière pour que je m'y retrouve, que je puisse améliorer le cadrage, reprendre tel ou tel mot qui n'est pas le bon, alors que je me retrouve tout à coup comme un idiot, parce que je viens de me rendre compte que, de toute façon, le ralenti n'existe pas. Richard Tursey, Murder Ballad. Avec Juliane Fidon au violoncelle et Mathias Guittari à la basse. Juste après, un peu de musique. Juste après, un peu de musique. Et avant, un peu de musique.
Signs de Yoko Oshima et à présent Murder Ballad de Richard Tursey avec Juliane Fidou et Mathias Guittari. Nous sortions sous la pleine lune d'un bar où nous avions trop bu. La nuit était lente et paisible et nos pas suivaient la scène. Nos yeux, fatigués, s'accrochaient aux lumières chaudes minuscules qui marchaient avec nous à la surface lisse de l'eau. Nous n'échangions pas un mot, nos regards se fuyaient. Le froid laissait nos mains aux poches, la route promettait d'être longue. Je ne profitais pas du soir, l'esprit trop occupé par l'étincelle de nos déboires que j'avais senti s'allumer. Les lumières peu à peu s'éteignaient, nous basculions dans le noir, le froid gagnait nos chairs et tu t'es penché contre moi. Était-ce de la tendresse ou par nécessité? J'ai senti mon corps se raidir et la nausée m'envahir. Il y a quelques heures à peine, tu étais mon corps, ma chair, mon étoile et mes plaisirs, une évidence rassurante. Sous la nuit, j'aurais pris ton bras, ton torse, ton dos contre moi, j'aurais joui de tes lèvres reflétées par la Seine. Mais je ne voyais plus rien de ça dans notre avenir menacé, plus que ton corps, immobile, là où poussent les roses sauvages. Tu m'as regardé fixement en quête d'une explication. Je n'ai pas su quoi te dire, je ne comprenais pas cette froideur. J'ai juste vu mes bras te pousser loin de moi, près de l'eau, où je voyais ton corps et cette bouche se noyer. Elle y tiendrait une rose, couleur sang, visage pâle. Était-ce une folle intuition ou les délires de l'alcool? Tu avais fait ce geste plus tôt dans la soirée, l'un de ces détails insignifiants où les diables aiment se cacher. Était-ce mépris ou inconscience? Fallait-il y trouver du sens? Parfois le corps parle seul et le cœur comprend trop tard. Muette, en vrai. Voilà, J'ai une erreur. ça y est. Et je pense que
Genre, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment. Mais oui, c'est ça, un truc comme ça. En fait, c'est genre, tu te dis, bon, bah, et du coup, alors que justement, tu vois, ouais, c'est ça. Enfin voilà, je sais pas, tu vois, presque. Enfin, une espèce toujours... de... Ouais, c'est incroyable. Ouais. Parce que quand, par exemple, et en fait, tu vois ce que je veux dire, et genre, t'avais vraiment, tu vois, mais comme, enfin, tu vois, limite en fait. Ouais. non, parce que tu vois. Oui, c'est juste, ouais. Ouais. Tu vois, c'est un grave, à mon avis. Ouais, en plus, oui. Ouais, mais oui, c'est sûr. Mais enfin, tu vois. Et voilà, mais bon. Tu vois, dans la petite, j'imagine pas. Oui, non. C'est tout. Oui. Il paraît qu'un jour, un monde a existé où la vérité était brève. Comme un coup qu'on porte, comme une ampoule qu'on braque. Ce monde-là était compact, rempli de choses à trancher. Tout d'un coup, quelqu'un sortait son couteau, frappait un bon coup et le vrai jaillissait de ce bout de monde qu'il avait découpé. Tout le monde était touché, atteint, subjugué et disait d'un coup « Ah oui, c'est vrai !» Et le monde recevait sa dose d'illumination attaquée. Mais des coups, on en a porté beaucoup. Ce monde-là, on l'a peut-être un peu trop découpé. Maintenant, le vrai est partout. On poussière la vérité. On respire à travers, alors on pense que c'est notre monde à nous. Un vrai à porter pour agent probable du monde comme il est. Maintenant, le vrai, c'est comme une membrane. Un cuir véritable qu'on aurait trop lavé. Pour retrouver le coup, pour retrouver le goût du coup, la vérité, on s'en est fait une ombre qu'on froisse. Au vrai, on s'en est fait une écharpe. On s'en est fait une lanière pour se battre. Un vrai tout chaud, tout prêt à sortir quand on a envie que ça frappe. Il paraît qu'un jour, peut-être y a-t-il eu un jour où mentir était facile. Il suffisait de renverser la valeur. Dire non à la place de oui, quand c'était oui qu'il fallait dire, mais que toi tu te sentais non. Quand c'était oui que disait le monde et toi c'était non, et voilà, c'était fait. Plus de vrai en ce non et toi tu te sentais fort de ce oui avorté. De ce non que tu savais oui en réalité. Tu te sentais fort de ce petit refus, tout petit refus du monde comme il est. Mine de rien, un petit non honteux, secret, mais fort de ce que les autres aient cru en lui. À ce non en ton nom que les autres avaient accepté. Que tu avais mis à la place du oui qui aurait dû être et le oui, alors n'ayant plus sa place n'avait qu'à crever. Puisque grâce à toi, grâce à ton nom, le vrai empêché, le oui s'en allait, et toi tu te pénétrais de ce non lâché, de ce non fier et secret, de ce oui empêché. Mais aujourd'hui, pauvre ami, aujourd'hui, y a plus que ta machine à chercher si oui ou non qui perce le monde de ses oui et ses non plus ou moins arrêtés. Aujourd'hui, mon ami, aujourd'hui, qui pourra encore mettre ton nom à la place de son oui? Y a qui la force de décider si oui ou non? Aujourd'hui, qui croit en qui? Et qui, pour un oui ou pour un non, ne se laisse pas oui ou non par son peut-être passé? Fréquemment, je me demande où tu mens. Par quelle magie tu t'inventes encore la frappe? Celle qui marque le cuir, celle qui déchire la membrane. Dans quel recoin t'écarte encore la poussière? Parce que même quand tu recules, même dans ton tact, le vrai pauvre ami, tu t'en es fait une écharpe, une lanière pour te battre. Ton vrai à toi, tout chaud, tout prêt à sortir quand tu veux que ça frappe. Ton oui domestique, que tu cries qu'en non ou oui. Oui, non mais oui, en fait, oui, absolument oui. Tu cries quand tu voudrais te faire un peu de lumière, un peu de fracas, un peu de force de frappe. Tu cries, tu rétablis l'ampoule, tu rétablis le trac, le coup du couteau qui soudain. Sauf que là, c'est plus toi, pauvre ami, qui éclate. Valentin Savoie, Ofpra. Sur la page d'accueil de l'Ofpra, il y avait un onglet asile qui déroulait un menu fléché. J'étais mineur, isolé, étranger, sur le territoire français, sous tutelle de l'ASE, sur décision du juge. Placé dans un foyer habilité, Marie en éducatrice, référente et représentante légale. À mon arrivée en France, j'avais pu parler bengali avec une personne au téléphone. Elle traduisait ma demande et ce qu'on me répondait, je demandais l'asile comme à chaque frontière vers l'Angleterre depuis mon arrivée en Europe. Je leur avais donné mon âge et leur discours changea à ma réponse. J'avais été pris en charge, rejoint le foyer et les cours de français.
On avait rempli, signé et envoyé un dossier à l'OFPRA avec Marie, une fois que j'avais pu lui raconter mon histoire. En espérant qu'il soit traité, je devais trouver une formation avant mes 18 ans, ma majorité. Marie m'avait expliqué qu'elle ne pourrait plus me représenter à partir de là, que je devrais quitter le foyer. Il ne me laisserait pas tomber. Je ne progressais pas en français, je le comprenais et le déchiffrais, mais n'arrivais pas à apprendre ces mots nouveaux qui ne voulaient plus de moi. J'y étais contraint, je le parlais peu parce que mécontent de ma manière de le prononcer, comme je rechignais à écrire sur le regard des autres à cause de ma graphie. J'aimais les chiffres et tirer des traits à la règle pour résoudre les problèmes mathématiques que nous faisions le matin en petits groupes, 4 ou 5, avec un stagiaire éducateur, quand il n'était pas lui-même à l'école. Dans le hall de l'accueil, à côté du bureau de Claire, notre directrice, il installait un paperboard et passait la matinée à le griffonner au marqueur noir et odorant. Mossine, mon camarade du centre, et moi restions au départ à les observer, puis à participer en remontant du sous-sol où se déroulaient les leçons de français avec Marie. Organisé par Anton pour Jérémy et Félix, l'un français, l'autre francophone, qui préparaient leurs évaluations pour rentrer au lycée, les séances s'ouvrirent à nous à force d'intérêt. J'étais heureux d'en faire partie. Les journées étaient longues à ne pouvoir parler ni bengali, ourdou, arabe ou anglais, préférer le français. Par déduction, recherche d'informations, je comprenais les problèmes posés et pouvais y répondre. J'étais autre chose qu'un inapprenant. Anton s'habillait comme un pasteur de la mission, ample, tout en kaki, excepté une chemise de toile épaisse froissée, toujours bleu ciel, et des chaussures en peau, montantes. Il était drapé de près, une raie sur le côté. Je ne fus pas surpris qu'il s'intéresse à nos parties d'échecs, pause digestive d'après-midi. Avec Mossine, nous partagions des biryani poulet chez les Indiens autour du centre quand nous n'y déjeunions pas, et une passion pour le jeu des rois. Anton débutait avec nous, préférait les noirs, s'organisait une défense passive en fonction de nos mouvements et tentait des rogues inutiles qui empiraient sa situation. Nous devions à chaque fois lui rappeler comment exécuter ce déplacement unique de 2 pièces conjointes qui le fascinait apparemment. Jérémy et Félix le suivaient et nous dûmes nous adapter, leur expliquer les règles. Ils voulaient jouer aux dames. Il n'en était pas question avec le seul plateau à notre disposition. Anton nous appuyait. Il vint un jour, une feuille glissée dans une pochette plastique. Il avait dessiné chaque type de pièce, sous-titré de son nom en français, de flèches directives et du nombre de cases autorisées à parcourir. Dû à ces crises de nerfs répétées, Mossine et moi avions rebaptisé le fou Félix. Il était tellement agité qu'il mit 1 semaine à réaliser pourquoi nous pouffions en l'invoquant au moment de traverser l'échiquier en diagonale. La foi de trop. Espèce de pack-pack, bengali, punjab de merde, tu parles pas français, tu te moques, retournez dans votre pays de clochards. Il brailla en dégommant la table d'un coup de pied et rua sur Mossine qui n'en avait de montagne que le nom. Il lui cogna à l'arrière de la tête contre le mur de la salle à jouer. Anton revenait de fumer et avait vu la scène depuis le couloir vitré. Il se précipita dedans et attrapa violemment Félix par la fourrure qui remplissait la capuche de son blouson. « Sale petit con raciste, tu comprends rien de ce que tu dis. » À son tour d'être fou, il le déséquilibra d'un mouvement de hanche pour à moitié le traîner jusqu'à l'entrée, ouvrit la porte et expulsa Félix dans la rue qui valdingua sur le capot d'une voiture garée là. Anton referma et tourna le verrou. Claire sortit calmer Félix qui criait dément entre la peur et la haine. Je retournai voir Mossine. Il pleurait recroquevillé et Jérémy rangeait la salle en jurant. On ne vit plus Anton de la journée. Il resta enfermé dans le bureau, faire de la paperasse et les éducs qui se succédaient débriefer avec lui. Je reçus ma convocation par l'OFPRA. Je devais m'y rendre avec Marie comme représentante légale ou remplaçant si besoin. Elle était en congé. Anton irait avec moi. L'entretien était à Pelleport. Je devais m'y raconter ma traversée. L'interview s'était faite en français. J'avais épuisé mes droits d'interpreneuriat. Ça représentait des frais, un service, plusieurs dizaines d'euros. Marie et moi avions pu trouver quelqu'un prêt à me traduire gratuitement dans le quartier de la Chapelle, mais l'heure et la date ne correspondaient plus. J'avais fait avec mes mots. La personne avec laquelle je parlais encore le plus était ma mère, 1 fois par semaine ou toutes les 2, par l'internet du centre et elle de la mission. Le fils de l'assassin de mon père avait marié ma sœur et notaire,
Il y vivait avec ma grand-mère, ma mère et mes frères et sœurs. La vie continuait. Le reste du temps, j'observais silencieux les garçons qui défilaient au centre vers d'autres projets, pendant que je stationnais interdit, en attente. Le français enrayait ma gorge, noyait ma voix. Je dis mon histoire simplement, ce que je risquais, le rien qu'il me restait là-bas. Compte tenu de la prise en charge à laquelle j'avais eu droit, on aurait attendu une meilleure expression de ma part, plus fluide. Mon histoire, je n'étais pas le premier à la raconter. Ma situation ne répondait pas à la définition du statut de réfugié. Je subissais une menace individuelle. Il n'était ni question de race, de religion, de nationalité, de groupe social ou de politique. Et réfugié climatique ? L'inspecteur de l'OFPRA plaqua son regard sur Anton avec un énervement surpris. Il le mua en dédain haineux. Il reprit m'expliquant qu'à ma approche majorité, on me délivrerait une carte de séjour temporaire d'une durée de 1 an renouvelable. Cela me permettrait d'anticiper un retour au pays. Je restais muet à cette annonce. Comme quelques semaines plus tôt, au sortir de ma visite d'un CFA hors de Paris. Le directeur avait douté de ma capacité à suivre leurs cours en CAP menuiserie, notamment en géométrie. Mon français ne collerait pas. Je flottais. Face à l'agent de l'OFPRA, j'annonnais des oui et des non en mâchonnant le vide qui passait devant ma bouche. Marjorie Ricor. Liste non exhaustive de tous mes mensonges. Les petits mensonges. J'ai plus faim, merci. J'ai rencontré ta mère hier, elle est formidable. Je l'ai rangée ce matin. J'ai oublié, désolée. Désolée. Je suis désolée. J'ai envie de toi. Oh, j'ai pas le temps. J'ai mal à la tête. J'ai raté mon bus. J'ai couru pourtant. Mon réveil n'a pas sonné. Des mensonges abordables. La vie n'est pas si moche, ça ira. Pour le moment, tout va bien. Je contrôle la situation. Qu'est-ce que t'es beau comme ça? Et puisqu'un mensonge en entraîne un autre, je dégringole. J'ai fait un test, récemment. Il était négatif. Ouais, je cherche du travail en ce moment. Ouais, il me reste un peu d'argent. Je m'appelle Jan. En écrivant cela, je me rends compte que tous mes mensonges commencent par « je », puisque j'en suis la commanditaire, l'exécutante, la fautive et la plaignante. Je me rends compte aussi que je n'ai pas de gros mensonges, et pourtant il faut que j'en dise. C'est pas grave, je m'en fiche, j'en ai rien à faire, je m'en balance en fait. Ça m'est égal. J'ai pas eu le choix. C'est pas ma faute. J'y suis pour rien, j'y avais pas pensé, je voulais pas. Non, je sais pas. Je la connais la vérité. Je sais ce que tu penses. Je sais ce que je dois faire. Je n'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La mort, c'est de la foutaise. Je t'aime. Non, je t'aime pas. Non, je suis pas amoureuse de toi. Tu peux partir, ça m'est égal. Je t'ai presque oublié en fait. Je vais t'oublier de toute façon. Ouais, je l'ai oublié. Des mensonges de passivité, beaucoup. Ouais, ça me dit. Oui, d'accord. Oui, je le veux. Oui, je suis d'accord. Non, ça me dérange pas, je t'assure. Ah, je t'assure, ça me dérange pas du tout. Des promesses. Beaucoup de promesses. Je viendrai. Je reviendrai. Je passerai te voir. Je t'appelle. Je t'envoie un message. On se tient au courant, hein. On se tient au jus. Je pense à toi. Je ne t'oublierai pas. Je te promets, je te jure, je ne te mens pas. Non, je suis pas en train de te mentir. J'ai réussi à faire le vide. J'ai trouvé le temps de faire des choses.
Je travaillais ce matin. Je suis heureuse, je vais bien, tout va bien, ma vie est bien. Est-ce qu'on est un peu vide de vérité quand on est vide de mensonges ? Et qu'est-ce qu'on a à dire aux autres sans mensonge ? Il y a toujours un gros mensonge qu'on fait passer pour un secret. Je n'ai pas de secret. Jean-Élie Delacour. Réverbère et déflecte, déréfléchis leur fête, et fléchis leurs ouailles, amplifie-leur la tête. Concasse leurs œillères, poufissures, ils sont fiers. Interstitiels, ils ont brodé les cieux. Alors broussailles nous mettront bien le feu. Politiciens du vide, de l'entre-deux, surface, capitonnés dans votre immunité. Il est l'heure, nous croyons. Ou plutôt nous savons, car la croyance est votre biais. Il est donc le moment sonnant et trébuchant, comme le temps même s'est fait argent. Suspendez votre joue, plutôt que nous vous tendre l'autre joue. Paternoster ombellifère, patriarcat est une, dictature pour des prunes. Interstitiels, ils ont bridé les cieux. Et les genres, et les cœurs, les égaux et les pleurs. La meute juvénile, implacable, randonne. Ils étaient preux, pas plus que ça. Une bande d'enfants, leurs âges comptent pas. Comme un vieux conte qu'on fredonne. T'as jamais eu la niaque, toi, de foutre un bon coup de boule au rien, lacérer tout un pan, une façade de néant ? Hey, ça te dit qu'on s'allie, toi et moi déjà, tatoués du hasard ? On ramène les amis, ceux qui en ont marre des rails, qui veulent un peu de vent, de mouvement, d'embarder, qui crient sur la locomotive de l'horlogerie géante, qui veulent bien naviguer les écumes contingentes. Réunir une belle bande qui a pas peur du crachin, prête à forcer le blizzard, leur existence en main, à maraver le destin des stocks aux intestins. La meute juvénile savait son avenir estompé. Sous les paupières fermées, au creux des belles pensées. Tout pour le tout, pourvu que les ponts restent, que nos regards ne se séparent et que nos mains ne se délient, de leurs cursives à l'unisson dans l'impétueux bouillon. Et ont couru les grèves, éreinté leurs semelles, surmonté les mangroves et dépassé les monts, jusqu'où le sol s'éteint ou même l'esprit déteint sur le velours malsain des prédicats anciens. Y a pas que les cubénis. Y a tous ceux, les aigris qui ralentissent la vie, se laissent porter et font comme si, quand on leur demande s'ils sont heureux. Y a pas que Dieu qu'on veut tacler, mais le Léviathan tout embourbé. Enfin, pas entièrement, juste les rouages trop bien huilés. La grosse machine qui fume les gens, celle qui oublie, fait oublier, qu'on est juste des flamèches, qu'on dure pas trop, que l'éphémère, c'est nucléaire et que le train-train, c'est funéraire. T'as tous ces pleutres en bouche d'or qui mâchent leurs mots pour mieux cracher, les immobiles intellectuels pour qui la life c'est un acquis. Il faut s'imaginer l'oisif heureux, candide, éphèbe, batifolant, dont le gazon fringant lui à chaque aube. Comme c'est charmant. Quand soudainement, rail après rail, leurs embranchements. Bouter trop vieux dans un grincement au cul rouillé des 1000 wagons, devenir vieux con et corrodé, courroux de l'âge, et trépasser en enfant sage, oiseau sans ailes, instruit par elle, né dans la cage. T'as cru, copain, t'étais quelqu'un, libre penseur, ouvert, que tes pensées t'appartenaient, que ton chemin c'est ton chemin ? Ils t'ont bien eu les carnassiers. Ils font de nous comme des monarques de leur réseau, de leur système. Tu peux tout contrôler. Tapote pour parler. Interstitiels, ils ont forgé leur forteresse nôtre dedans. Le petit soldat de plomb. Gorgées après gorgées, gorgées sans cessité. Le petit soldat de plomb éminemment certain du contrôle de sa main, de son individu. Individu alité, sagement croquevillé, suspendu entre l'écran et son clavier, entre le passé et sa fierté. Ton libre arbitre, c'est une boutade. T'es libre avec une bite et encore c'est bien fade. Tu peux me renterrer ta liberté d'expression, c'est surfait. Tes blagues sur les gens d'une autre couleur, ou sur ces-le, ni homme ni femme, hors jeu. Libre penseur ouvert, livré sans fleurs, amer. T'es le même ouvrier usiné recérébré, copie conforme, un pédant éculé. Plutôt, portons l'assaut,
coup de faux sur le faux. Endurons le ressac, la houle inéluctable, la marée fort marée de mâles blessés, dépossédés. Qu'on n'aura pas barré, paré, barricadé, on aura riposté. On tiendra bon dans le néant, menons la volte sans concession et trouvons des alliés. Des prédateurs prêts à changer, ballottés eux aussi par le mensonge géant de leur conditionnement. C'était la toute fin, ils se tenaient la main, là maintenant, devant le divin, et nul divan pour ses enfants, nul verve clinique pour ce pathos lyrique. C'était la toute fin. Vacille la lueur, vent d'effroi, quand la mort tend les bras. La horde du comme un d'un seul être avançait. Elsa Serf. C'est venu du creux. Je dis capture, parce que je pensais, comme les premières personnes qui ont dû contempler une photographie à son invention, que nous avions magiquement calqué la réalité de ce qui venait à nos oreilles. C'est peut-être d'avoir trop cru à cette capture du réel que je n'arrivais pas à faire sortir un mot dessus. Rendre cette vérité de ce qui tapait contre mes tympans. Mais ça aurait été commenté, illustré, répété, pléonasmé les sons. Disparus ces 32 enregistrements qui avaient attendu quelques mois qu'il se passe quelque chose. Dans le vide de ces enregistrements qui n'existent plus, le matériau n'est plus là, je me suis dite « Cherche-le, rattrape-le ». Et j'ai cherché, dans le noir, éclairé seulement par les lumières de l'immeuble en vis-à-vis. 32 enregistrements. La pluie, le ruisseau, nos mains dans les haricots blancs, le tic-tac de l'horloge, et ça je sais que c'était pour m'agacer, ce bruit qui m'obsède. Les troncs qui craquent, des oiseaux loin, des oiseaux près. Le feu qui prend, le feu qui ne prend plus et soupire, une qui dort, l'autre qui dort à tour de rôle. 32 enregistrements. Je n'arrive pas à l'authenticité de tous ces bruits pêchés dans l'air de la montagne ces 3 jours en février 2016. Février. Nous étions montés dans ce chalet assez élevé en altitude pour me faire oublier les études. Un petit temps d'autarcie, à 2. À 2 et un enregistreur. 32 enregistrements sur lesquels je pensais écrire un texte pour chaque son. La capture du réel. Rien que cela, avec ambition. J'étais obsédée par le lien qu'il pouvait y avoir entre musique et langage et j'y plaçais une foule de concepts. Parallèles sémiotiques, signifiés, signifiant des bruits aux mots. Puis nous étions rentrés. Puis j'avais mis mon casque, découvert les enregistrements faits en catimini sans que je le sache. Et puis, je n'avais rien su écrire, bloqué. Et 32 enregistrements qui avaient dormi quelques mois. 32 enregistrements qui ont disparu de la carte SD par une simple erreur de manipulation. Delete all. Yes, non. Effacer tous ces morceaux de ce que nous avions fait. À 2 plus un enregistreur, mais si, appuyer les mauvais boutons, effacer les bouts de capture sonore. Échec des mots à retrouver le vrai, je vous dois la vérité en littérature, tu parles. Je vous dois le creux. Je vous dois ce qui a coulé du creux, à l'appel, ce qui a été creusé. Géographie de ce corps de bois, de ces cordes en tension. Je ne sais pas si je dis une vérité et loin, loin les oiseaux, les pas sur les feuilles, les voix dans la montagne. Plus de pléonasmes, de commentaires, d'illustrations, seulement la découverte de la géographie de ce corps, c'est physique, c'est par petits coups que je l'ai déniché de ces 32 coups. L'instrument, on le manie pour des fins données, la fin c'est le son peut-être, je croyais. Je touche, je dérape, je tire, j'étire. Géographie d'un corps par le souvenir sonore. Je touche, je frotte, j'écoute, je m'écoute sur l'instrument. Le bois, la caisse, le son dans la caisse et la vibration qui là, tellement là, passe en moi. J'ai peur de ce que je fais, c'est comme les caresses entre 2 corps qui s'appréhendent. Mais moi, c'est moi qui caresse, qui frappe, qui frotte, qui pince les cordes, le bois, l'archet. Il n'y a que moi pour explorer ce que sont devenus ces 32 enregistrements perdus dans les abysses analogiques, la réponse du son
le toucher qui opère, l'âme provoquée, les ouïes incitées pour voir ce que ça donne et Camille Marteau, notice pour cas de conscience. Mise en scène des processus de doute, d'imposture, de découragement et des réponses aux réclamations diverses et variées. Je fais juste de l'assemblage. Je m'approprie les paroles des autres. Tu vas écrire sur ça ? On me demande si je vais écrire sur ça. D'autres fois, j'ai ce truc flash intense et c'est moi qui dis « je vais tellement écrire sur toi ». Aussi, on hoche la tête et on dit « ça fait des semaines que ça plane dans la cour, qu'on en parle, il est important que tu dises ça ». Je me fais porte-parole d'une parole autre, alors, désirée parfois, attendue, inattendue parfois, pas voulue. Mais, en vérité, je fais juste de l'assemblage. Tout y passe. Les nuits, les jours, la mer, la colère et l'ivresse. Les rêves des autres, les mots laissés échapper. J'assemble. Forcené, obsessionnel, sans pause, la nuit, le jour, l'ivresse, ça fait des centaines d'interlocuteurs. Je dois l'admettre, je me demande où est ma place. Les mots des autres, les mots que je fais miens, que je choisis de faire miens, ils prennent une épaisseur nouvelle, veulent dire quelque chose de nouveau. Ils prennent un sens nouveau puisque je les mets ensemble. Je rassemble. Je te veux, tu m'as. Tout ce qu'il y a entre nous, garde-le pour toi. Dis-moi quelle version tu donnes qu'on s'accorde. Je sais ce que c'est quand il y a trop de paramètres. File, ma belle. Et c'est moi le corbeau qui t'annonce cette triste nouvelle. Je voudrais prendre cette guitare et lui dire « Laisse, je m'en occupe, mais j'en suis incapable. » On était tous les deux la mèche, on était tous les deux les allumettes. J'ai l'impression d'être spectatrice d'une arène où je vous vois tous en train de vous faire du mal. Tous les Havrés savent quand il se passe quelque chose de pas normal. J'imagine qu'on a chacun sa ville alternative. Mon amour, faut pas m'en vouloir si j'ai pris goût à ce jeu. Est-ce que tu sauras lire entre les lignes ? J'imagine, je rature, j'imagine que ce passage-là doit sauter, je louvoie, je détourne, je sauve ma peau. Si on change les noms, j'hésite, je me dis ça va, non ? Ça va puisque ça devient ta propre réalité. C'est sûr qu'il faut un filtre, une distance, une réappropriation. Après ça, il faut faire face à la critique, à la contrariété. En plusieurs points, les réclames des potes, les réclames des autres. D'abord, la répartition de la parole. C'est une question d'équilibre général de structure, c'est toi qui écris le plus, c'est toi qu'on va lire le plus. Et évidemment qu'il faut que tu fasses preuve de parité. Je pense honnêtement que c'est un projet où on était tous ensemble, et c'est important de les mettre. Là, on se demande vraiment qui était là, je trouve pas ça cool de mettre seulement les principaux. Mais qu'est-ce qu'on y peut si on a des héros ? C'est quoi le travail que je fais ? Et c'est quoi le travail que je veux faire ? Est-ce que ça deviendrait pas totalement différent, juste un rapport documentaire, de vouloir parler de tout le monde de manière égalitaire ? La poésie n'est pas démocratique, ma poésie n'est pas égalitaire. Si tu parles d'eux, il y a des enjeux. Il y a des enjeux si tu racontes, il y a une responsabilité si tu racontes. Tu vas déformer, tu vas trop mettre en valeur tes héros, faux héros, héros contingents. Tu vas révéler des choses qui devraient rester cachées. Tu vas voler la poésie de vivre de quelqu'un d'autre. Tu vas vendre une idée, poser des images fausses. Quant à ceux qui eux-mêmes racontent, qui rapportent l'expérience forte, ils précisent que c'est non pas pour entretenir une nostalgie et surtout pas pour créer des mythes. Mais qu'est-ce qu'on y peut si on a des héros ? Ou alors est-ce à moi, dans le travail de terrain, en amont donc, dans les rushs, les captations, les pièces puzzle avant composition, de me montrer plus attentive, de me montrer moins égocentrée, de rester dans le dehors de manière à percevoir tout le monde, de ne jamais sauter tout à fait au-dedans de l'action ? Mais non, je veux assumer une appréhension surréelle, fractale, polysémique de ce qui est perçu. J'ai presque fini mon plaidoyer pour la partialité, mais pour la route, quelques mots de Maupassant, Damasio, Karl Zéro et de Richard Tursey, pour se donner du courage. 1. Celui qui écrit cherchera non pas à montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision la plus complète, la plus saisissante, plus probante que la réalité même. Raconter tout lui serait impossible. Un choix s'impose donc. 2.
Il faut reprendre pied dans le combat des imaginaires, c'est-à-dire prendre conscience du pouvoir du montage, de la scénarisation, de la projection affective. Dans le champ des possibles, par la suite, on déclenche quoi? Du commun, de la prise de conscience, des liens, on suscite des actions collectives, on fait tendre les multitudes vers, qui sait, un monde plus généreux, partageur et ouvert et sincère. 3. L'idée c'est, je vais voir, je raconte et j'ai un avis. J'ai un prisme. Je veux que l'auteur me raconte non pas la vérité, mais sa vérité. Parce que toute vérité est forcément subjective, pas objective. Et c'est quand je serai un objet que je serai objective. 4. L'authenticité, c'est un faux problème. Ce qui compte, ce n'est pas de raconter les faits, mais de les avoir vécus et d'en tirer matière pour raconter quelque chose qui ne soit pas uniquement les faits. En gros, t'as une somme de rush, et avec, tu dois faire un film qui fonctionne, qui se tienne, un fil que les autres ne perdent pas. Je fais de l'assemblage. Je fais du bricolage. Je vole les mots des autres. Je rassemble. Je fais du montage. Et votre vérité devient le tableau d'une autre école. Une école où vous vous reconnaîtrez. Je ne parlerai pas de vous, mais peut-être que vous vous reconnaîtrez. Ce ne sera pas votre école, ce ne sera pas votre bateau. Mais vous les reconnaîtrez. Ce que j'aurai monté, assemblé, deviendra dans vos yeux quelque chose d'autre, renouvelé encore. Et je suis sûre que sur le terrain des imaginaires, des villes alternatives, des quartiers des possibles, il y a moyen qu'on arrive à s'entendre. Nicolas Zacchedo, L'empoisonné. Mais si j'avais pu prévoir un peu tout ça, cause, prétexte, mea culpa, les actuelles conclusions, croyez vraiment que pour ces 3-4 sous, pour cette gloire de Radego, j'aurais écrit des chansons. Et allez, j'admets que je me suis planté, que viennent des clous la croix et ainsi soit-il. Il me faut du temps, je suis de la race fragile, brillant, hypersensible, mais le premier qu'à étudier. Mon père au fond disait avec raison qu'un salaire et une maison sont des choses importantes. Ma mère sans doute ne s'était pas tant trompée à me dire qu'un diplômé vaut bien plus qu'un chanteur. Jeune ingénu, moi j'ai perdu la tête, la faute au livre ou à mon provincialisme, et une bite au cul accusée d'arrivisme. Des soupçons d'opportunisme sont tout ce qu'il me reste. Grand critique au personnage austère, à vous militants sévères, je demande pardon. Jamais par contre je n'ai dit qu'en petites chansons on puisse faire des révolutions, et ni même de la poésie. Moi je chante quand je veux et quand je le peux, sans sifflet, sans vomi de flatterie. Vendre pas ne m'occupe pas la vie, achetez donc pas mes CDs et crachez-moi aux yeux. Selon vous, mais qu'est-ce que ça peut me faire de me taper la grande emmerde, de rester là à chanter? Je prends bien plus mon pied à m'enivrer, ou encore à me masturber, ou à la limite à baiser. Si je suis d'humeur noire, alors j'écris, creusant la pensée amère de nos misères. D'habitude, j'ai beaucoup mieux à faire, construire et puis parfaire, ou maintenir en vie. Moi carniste, moi vegan, moi pochetron, moi poète, moi bouffon, moi nard et moi fasciste. Moi riche, moi sans le sou, moi radical, moi différent, moi banal, noir hébreu et communiste. Moi pédé, moi qui chante pour draguer, moi poseur, moi authentique, moi crétin. Moi ici seul à 4 heures du matin, l'angoisse et un peu de vin et l'envie de pleurer. Selon vous, mais pourquoi je m'infligerais d'écouter tout qui irait? Quiconque a une opinion, forcément tout dit est déprimé, même pas en train de pisser, on me lâche le trou fignon. Et moi qui répétais ce n'est qu'un jeu, le savoir employer les mots et la métrique. Camarade, le jeu s'est fait cynique, achetez mon cul diptyque, moi je le vends pour peu. Collègues chansonniers, divins orphées, qui le soir vous prostituez pour 1,2 million. Vous
qu'en êtes capable, quelle veine d'avoir pleine vos escarcelles, et pas seulement vos couilles. Mes frères, que puis-je vous dire, allez en paix. De toute façon, il y aura toujours, et vous le savez, un cabotin, rien qu'un révolté, un houlbec, un curé, pour pipoter de la merde. Mais si j'avais pu prévoir un peu tout ça, cause, prétexte, mea culpa, peut-être ben que je referais tout ça. D'écrire, baiser, boire, je fais mon miel, puis je me foutre le bordel, faut dire je suis né fada. Donc je persiste, résigne et puis dépasse la route qui s'avance pleine de récits. À quoi bon compter les vents qui passent si le jour les a noircis et que la pluie les recrache? J'ai encore tant de choses à raconter pour qui veut les écouter, et au diable tout le reste. Alice Baude. Tu veux que je te raconte une anecdote de ma vie de marin? Hé José, t'as entendu? Y a la gamine qui veut que je lui dise une histoire. Alors là, des paquets que j'en ai à te raconter. J'ai passé plus de temps sur mer que sur terre dans ma vie. Tu sais ma petite, j'ai commencé tout jeune moi, à 16 ans, embarqué comme matelot depuis l'Algérie. Y a pas eu à chier pour moi, c'était la marine, et ça m'a sauvé la peau. En 62, on est arrivé au port de Dunkerque. T'étais pas né, hein? C'était le début des aventures. Une longue suite de voyages à naviguer en cargo, à trimballer de conteneurs aux quatre coins du globe. J'en ai fait, crois-moi. Je peux pas t'en raconter une d'histoire, hein. C'est des jours qu'il faudrait m'enregistrer avec ton petit machin, là. Oh, j'en ai vu. Tu sais qu'une fois, au large des Caraïbes, on était en train d'arriver. On a entendu un long bruit sourd et un tremblement qui venait du plancher. Il en faut pour faire trembler un cargo, tu peux me croire. Alors on s'est regardé avec Michel et Fredo. On était dans les machines, on n'a pas mis longtemps à remonter sur le pont. Le bruit augmentait jusqu'à nous faire péter les oreilles. On se trouvait là comme paralysés quand tout à coup, on l'a vu. Une gigantesque baleine qui venait se frotter au bateau. On était là, on était comme des fous. On avait peur, et en même temps, cette baleine, ça nous impressionnait, t'imagines bien. Puis on pensait aux machines. On n'était pas rassurés du chahut que ça faisait. Mais enfin, je me trouvais là, le nez plein de cette odeur si spéciale, pas une odeur de mer, mais une odeur d'animal, une odeur grasse, forte, une odeur, je te dis, que t'oublies pas de sitôt. Et alors là, moi, jeune gaillard naïf que j'étais, il m'est monté l'envie d'aller nager avec la baleine, d'aller toucher cette bête. J'étais tout plein de ce courage fou, cette assurance-là qui peut te faire n'importe quoi. J'ai dit au gars, je vais y voir. Et ni une ni deux, j'ai passé la rambarde et je suis descendu par l'échelle du cargo qui faisait, ça faisait bien 30 mètres un engin pareil. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti. Il n'y avait pas une baleine. C'était un banc de baleines entier qu'on avait là. Je me suis pas dégonflé. Hein. J'étais porté par une fougue, par un élan. Il y avait les gars qui gueulaient d'en haut. Reviens! Mais j'en avais rien à secouer. J'étais près de l'eau, je rasais l'eau avec mon pied quand le dos d'une baleine est venu friser jusqu'à mes jambes. À ce moment-là, j'ai sauté. Je te jure, j'ai sauté. Et après? Après, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que tu dis que je me moque de toi? Mais est-ce que ça compte, si c'est vrai, si c'est faux? Moi, je te dis que j'ai grimpé sur dos de cette baleine. À toi de me croire ou de pas me croire. De toute façon, elle est bien belle cette histoire, mais tant que je te la raconte pas, y a rien à faire, elle existe pas. Yanis Jaffry. J'ai une fascination étrange pour ces mecs qui semblent n'avoir jamais eu à se soucier de leur corps. À ceux qui ne se sont jamais posé la question, qui n'ont jamais ressenti cette peur de se mettre à nu. Ces mecs qui sont pourtant sans grande prétention. Ces mecs même sympathiques, à en vomir le soir quand personne ne regarde. Ouais, ces mecs me subjuguent. On m'a jamais dit que peut-être le jeu n'en vaudrait pas la bougie. Que sûrement la douleur secrète et le travail acharné ne vaudraient clairement pas le résultat. Paraît-il qu'il faut souffrir pour être belle.
Passé les sous-entendus misogynes, il y a cette idée que tous les hommes peuvent être beaux sans avoir à se scarifier. Il faut souffrir pour être beau. Mais il se passe quoi exactement quand même après avoir fait de ton corps une boucherie servie en petits fours à des mondains aux serres gantées, même après avoir taillé ta chair à la lame et jeté ces parties de toi au porc fangeux, même après avoir obéi, il se passe quoi quand ça ne se mesure même pas à cette infinie fin? Faites ton maître, faites ton pervers, faites ton père. Le jour où j'ai atteint le poids le plus bas de ma vie d'adulte, mon propre record. C'est vrai, mon visage s'était légèrement aminci. Mes joues n'étaient plus ces ballons d'hélium que personne ne voyait crever une fois passés les nuages bas. Certes, mon cou avait changé. Mais perdu. Je pensais que tu te réveillerais plus. T'es beau. Que tous ces mots deviendraient à terme le nouveau champ lexical d'une culpabilité qui ne porte que mon nom. Que maintenant, en me déshabillant devant quelqu'un qui ne saurait pas, je deviendrais encore plus désolé que je ne l'avais jamais été avant. Non, sincèrement, je t'en prie. Je te prie, je te supplie de m'excuser. Quelle audace de ma part. Quelle toupée de me montrer. Ferme les yeux. Ferme les yeux. On annule tout. Je suis désolé. Un jour, je suis monté sur une balance, après des mois à l'éviter. Un jour, un truc est mort en moi dans un coin seul d'une salle de bain. Un jour, je pesais 120 kilos. La vérité, elle est là. La vérité, c'est que j'ai passé chaque instant depuis à fuir cette bête qui était mon tout. La vérité, c'est que fuir mon tout, ça m'a mené à rien. Un labyrinthe sans entrée ni sortie. Un blizzard éternel. J'ai une fascination étrange pour ces mecs qui n'ont jamais eu à se soucier de leur corps. Mais le plus fascinant, je crois, c'est que ces mecs semblent croire que moi non plus. Que je suis, moi aussi, un ciel sans nuages. Que ma croisière est faite d'autre chose que d'une succession de tempêtes. Graham Choi.
Bonne nuit. Eh bien, il nous reste, puisque la cassette ne fonctionne plus, à vous souhaiter une très bonne nuit, à vous remercier de nous avoir écoutés. Je vais vous citer tous les gens que vous avez pu entendre au texte ou à la musique ce soir. Donc, il y avait Eugénie Zélie, Guillaume Sorensen, Léa Vassal, Richard Turcet, Juliane Fidon, Mathias Guittari, Jim Huette, Valentin Savoie, Marjorie Ricor, Elsa Serf, Camille Marteau, Nicolas Zakedou, Alice Baude, Yanis Jaffry, Jean-Élie Delacour, Estelle Pabric, Camille Guillou, Graham Choi. Proposition animation Laure Limongi, réalisation Emmanuel Lalande. Cette émission a été diffusée en direct sur le site de la radio Pieds Nus et Zadar ainsi que sur West Track Radio. Vous pouvez les retrouver en podcast ainsi que sur le site www.crealit.fr, onglet radio. Bonne nuit. Same old stupid habits, same old fucking problem, same old me.